jours, il y avait la menace d'une guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale, la menace également portée par Vladimir Poutine de l'utilisation de l'atome dans cette guerre, et puis les menaces aussi qui sont tombées, on vous l'a dit il y a quelques minutes, elles viennent du Kremlin, qui menacent la sécurité européenne si les livraisons d'armes continuent à l'Ukraine. Votre réaction ? C'est dans la logique de la rhétorique russe, hein, c'est-à-dire que depuis le début, ils disent effectivement qu'il ne faut pas envoyer des armes à l'Ukraine parce que ça augmente le danger, ça augmente la violence, etc. Enfin, ils ont presque essayé d'expliquer que c'était pour sauver le peuple ukrainien qu'il ne fallait pas leur envoyer d'armes parce que sinon ça allait prolonger la guerre. Donc effectivement, après la menace du nucléaire, après la menace hier, ça n'a pas été dit clairement, mais de l'utilisation des fameux missiles hypersoniques. Maintenant, effectivement, c'est parce que les Russes se rendent compte qu'avec la quantité d'armes livrées désormais par l'Occident et la montée en gamme justement de ces armements, pour les Russes, c'est de plus en plus difficile. Quand on pense que ça fait au moins une dizaine de jours qu'ils ont annoncé qu'ils allaient maintenant se concentrer sur le Donbass et qu'on se rend compte que globalement, ils ont avancé de 1 à 5 km maximum à certains endroits, ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi ? Grâce aux armes envoyées par l'Occident. Donc effectivement, pour les Russes, la seule solution, c'est d'empêcher l'arrivée de ces armements. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, ils bombardent massivement tout ce qui est moyen de communication pour à la fois les réseaux ferrés et les ponts pour empêcher les armements occidentaux d'arriver jusqu'à l'est de l'Ukraine. C'est quand même la première fois que Moscou désigne un ennemi, l'Europe. Je crois que oui, c'est vrai. Et puis je crois aussi qu'on peut être surpris que depuis 2 mois, il n'y ait pas eu autant de frappes qu'on l'attendait sur tous les flux logistiques. On a eu l'impression quand même que la Russie laissait faire ou n'avait pas les moyens. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Aujourd'hui, plus il y a d'armements modernes qui arrivent aux mains de l'armée ukrainienne, plus cette armée ukrainienne est capable au moins de se défendre, sinon de contre-attaquer, et plus l'armée russe va être mise sous pression. Maintenant, est-ce que ces armes-là arrivent dans le Donbass ? C'est un autre sujet. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, les livraisons d'armes sont en passe de devenir en effet la ligne rouge pour le Kremlin, pour l'Europe, pour la France. L'enjeu, c'est toujours de ne pas être un co-belligérant. Écoutez ce qu'en dit notre ministre des Affaires étrangères. Notre logique, c'est une logique de détermination, de clarté et de calme. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est qu'il y a un pays, la Russie, qui fait la guerre à un autre pays, qui est l'Ukraine. Nous ne faisons pas la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et ce pays-là, l'Ukraine, c'est une démocratie que nous soutenons, et nous la soutenons par la fourniture d'équipements, pour aboutir à ce qu'à un moment donné, il y ait une négociation. Sauf que là, Olivier Schmitt, le Kremlin commence à être de plus en plus clair. Si on livre des armes, on est co-belligérant, on est en guerre de fait. Alors il y a 2 aspects. Le premier, c'est qu'il faut se rendre compte que ça fait plusieurs années, avant même 2014, que parmi les médias russes, les commentateurs russes, il y avait déjà cette rhétorique de dire que de toute façon, nous sommes déjà en fait en guerre contre l'OTAN. Ça peut sembler délirant en fait, vu, d'Europe, mais ça faisait partie d'une musique de fond qui était assez répandue depuis plusieurs années. Donc en fait, de leur point de vue, ça ne change pas particulièrement la rhétorique. Le deuxième aspect, c'est que c'est cohérent avec le discours qui a été tenu jusque-là. Rappelez-vous, avant le 24 février, il disait que si on soutenait l'Ukraine, nous verrions des conséquences que personne n'avait jamais vues dans l'histoire, ce qui implicitement était l'utilisation d'armes nucléaires. Bon, on n'a pas utilisé d'armes nucléaires. Ils ont explicitement mentionné une troisième guerre mondiale qui est en fait un vieux tropisme, une vieille rhétorique soviétique qui date de la guerre froide. Les soviétiques mentionnaient souvent le risque d'une troisième guerre mondiale. Là, pareil, ils disent que ça affecte la sécurité européenne. Évidemment, ils ne sont pas contents. Comme c'était mentionné, ils n'arrivent pas à obtenir leurs buts de guerre initiaux. Ils n'arrivent même manifestement pas à obtenir leurs buts de guerre secondaires. Évidemment, ils manifestent leur déplaisir, mais il faut rappeler, et M. Le Drian le rappelait au tout début de la crise, que les États occidentaux disposent aussi d'une dissuasion nucléaire. Donc, je ne suis pas sûr que la Russie soit prête à engager un conflit nucléaire pour ce qui est probablement quelque chose qui est un objectif au final secondaire pour elle. Parce que certes, perdre dans le Donbass ou ne pas réussir à prendre le Donbass est humiliant, mais ce n'est pas un enjeu vital, existentiel pour l'État russe. Je vous rappelle cette information venue du Kremlin, livraison d'armes à l'Ukraine menace la sécurité européenne. Ça, c'est pour aujourd'hui. Voilà ce que disait hier le patron du Kremlin.
Si quelqu'un voulait se mêler à ces événements, en opposant à la Russie des menaces stratégiques, il doit savoir que notre réponse sera immédiate et rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne ne peut se vanter d'avoir. Sauf que nous n'allons pas seulement nous en vanter, nous les utiliserons s'il le faut. Et je veux que tout le monde le sache. Je crois que les choses... Oui, il ne prononce pas le mot nucléaire, mais c'est assez clair en effet. Oui, mais j'irai entre les deux. C'est-à-dire que vous en avez, mais vous avez peur de vous en servir. Nous, on en a, mais on... Oui, mais je dirais que peut s'en servir. Je ne crois pas trop ce que vient de dire d'ailleurs M. Schmitt. Je suis d'accord avec lui sur la notion du nucléaire. Non, là, je crois surtout qu'il y a une ligne rouge qui est évoquée, enfin qui n'est pas évoquée clairement pour moi, mais elle l'est. On ne veut pas de troupes occidentales qui viennent renforcer les troupes ukrainiennes sur le terrain. Or, moi, quand j'entends... C'est clair depuis le début. Pardon ? Oui, pas un soldat, oui, mais si vous écoutez tous les dirigeants, notamment britanniques, britanniques, depuis 2 jours, on a quand même, en termes d'expression orale, une montée aux extrêmes, entre guillemets, des Occidentaux, notamment européens, en disant en gros, bon, on va continuer, on va renforcer. Et il y a un moment, on peut se poser la question, à quel moment on va franchir le pas de la co-belligérance ? Parce qu'on va y être conduit naturellement si on veut faire tomber Poutine. J'avais une question, pardon, je vous laisse finir, Général, j'avais une question très technique. À partir du moment où on aide, mais surtout on forme, c'est le cas de la France. On forme des soldats ukrainiens, il y en a une quarantaine en France pour l'utilisation des canons que l'on envoie. À partir du moment où les Britanniques ont dit on va récupérer là aussi une trentaine ou une quarantaine de soldats ukrainiens pour qu'ils puissent se servir notamment des chars qu'on va envoyer. On est dans quel créneau ? Je crois que d'abord, la notion de co-belligérance n'a jamais été bien définie au droit international, donc ce qui permet un flou. Mais prenez l'exemple du groupe Wagner, par exemple. C'est l'exemple type d'un groupe mercenarial piloté par la Russie et qui est utilisé en Afrique pour les besoins de la cause étatique. Là, nous faisons indirectement presque la même chose en utilisant d'autres outils, sans dire qu'on y est, on y étant quand même, et en évitant d'être en première ligne. C'est une certaine forme d'hypocrisie pour ne pas être engagé. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier. On a un engrenage qui se met en place petit à petit, et à quel moment Poutine va dire les gens que vous formez là-bas, les Ukrainiens, ça commence à bien faire, et je considère que c'est presque un acte de guerre contre la Russie. Et on sera en contradiction avec ce que dit M. Le Drian. Aussi une réponse, Olivier Schmitt, au propos de la ministre de la Défense britannique. Probablement, hein, ces déclarations à la fois de Poutine hier, du Kremlin aujourd'hui, les Britanniques qui poussent les Ukrainiens à agir, à être dans l'offensive. Mais en fait, il y a 2 logiques. Il y a effectivement une logique juridique qui est qu'en droit international, les critères de co-belligérance en fait, ont été définis par la définition de ce qui est un conflit armé interétatique par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il y a en fait une liste de critères relativement claire sur l'utilisation de la violence par un certain acteur. Donc en fait, très franchement, ça relèverait de l'utilisation de troupes au sol ou de déploiement de troupes du point de vue juridique. Évidemment, politiquement, on est en train de soutenir très concrètement un co-belligérant. Donc il y a une ligne où à la fois les pays occidentaux tiennent une ligne juridique qui est de dire regardez, nous, selon les critères du droit international, nous ne sommes pas co-belligérants et nous ne le serons pas. En revanche, politiquement, et c'est là-dessus que Vladimir Poutine joue, il est en train de dire mais attendez, ne me prenez pas pour un idiot, et d'ailleurs personne ne le prend pour un idiot, on soutient l'Ukraine. Je rappelle accessoirement qu'en droit international, un État agressé peut être soutenu par les autres États membres de l'ONU. Donc on rentre aussi dans le cadre de la légalité internationale. Mais oui, il y a une dialectique entre le droit et la politique là-dessus. Kailina, vous êtes inquiète par ces déclarations successives et plus que menaçantes, on va dire des déclarations ciblées depuis celle d'aujourd'hui ? On a entendu les menaces russes depuis longtemps. Les Ukrainiens ont entendu les menaces russes et les Européens aussi. On ne peut pas être certain qu'il va se passer dans le futur parce que vraiment, c'est jour à jour, la situation change et aussi on a eu des idées, ce qui va se passer dans une semaine, mais ça n'a pas arrivé, donc voilà. Le fait que les États occidentaux aident l'Ukraine, oui, ça augmente notre capacité de se défendre et de repousser les Russes. C'est ça notre but. Mais vous ne craignez pas justement que ceux qui vous aident aujourd'hui, et notamment l'Europe, prennent peur face à ces menaces directes de la part de Poutine ? Qu'ils ont peur ou si nous avons... Non, qu'ils prennent peur. Vous non. Mais que ceux qui vous livrent des armes aujourd'hui et du matériel prennent peur face aux menaces de Vladimir Poutine.
Ça, je ne sais pas. Vraiment, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre parce qu'en tant que l'Ukrainienne, enfin, on a déjà bien su faire de la part de la Russie. On a déjà bien entendu les menaces beaucoup de fois. Et voilà, mais le fait qu'il faut bien comprendre que la Russie, elle va pas s'arrêter sur l'Ukraine. Et ce qui est bien évident que les pays baltes et la Pologne, ils comprennent ça très très bien parce qu'ils ont aussi su faire de la part de la Russie et dans l'Union soviétique. Et voilà. Donc ils savent bien et c'est pour ça, je crois, qu'ils ont été les premiers à nous aider incroyablement et nous sommes très reconnaissants. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas vraiment... Oui, peut-être la menace est réelle, peut-être non, mais il ne faut pas vraiment donner... il ne faut pas arrêter parce que sinon, tout le monde sera concerné dans le futur. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a d'autres pays, c'est ce que vous nous dites derrière. Le ministre de la Défense britannique appelle ça le diable dans la boîte ou Jack in the box. Les chars russes auraient un défaut de conception qui les fait exploser de l'intérieur. Depuis le début de l'offensive, l'armée russe a perdu près de 600 chars. Jade Partouche, vous êtes là pour nous expliquer quel est le problème exactement. Alors ça concerne principalement ces chars-là. Vous allez les voir, ces fameux T-72 sont des chars assez vieux. C'est un ancien modèle qui date de l'ex-Union soviétique, a été conçu, vous le voyez, dans les années 70, avec à son bord 3 personnes, le commandant, le conducteur et le tireur. Un char, j'ai voulu être le plus pédagogique possible, c'est le bas de caisse et la tourelle. Je vous dis tout ça parce qu'il faut vraiment avoir toutes ces notions en tête, voilà, vous le voyez sur cette image, pour comprendre la suite. Ce qui se passe sur le terrain côté russe, c'est l'effet, vous l'avez dit, Jack in the box. C'est en fait quand la tourelle, donc la partie au-dessus rotative à 360 degrés, eh bien, elle se détache après un impact de missile anti-char et elle est expulsée à plusieurs dizaines de mètres. Alors pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est un défaut de conception, en tout cas un choix de conception de la part des Russes qui est différent, des chars russes qui sont différents des chars occidentaux. Vous savez que dans des chars, il y a des munitions. Les Russes ont en fait pris la décision de charger ces munitions dans le même espace que l'équipage pour réduire la dimension de ce char et le rendre donc de fait un peu plus malléable. Donc en fait, dans les T-72, il n'y a aucune protection entre l'équipage et les munitions. Dans les chars occidentaux, il faut savoir que les munitions, elles sont stockées dans un compartiment séparé du reste de l'équipage. Et ce compartiment-là, autour, il y a des panneaux qui, en fait, dès qu'il y a un missile anti-char qui entre et qui percute ce compartiment-là, ces panneaux expulsent l'explosion vers l'extérieur. J'espère que c'est clair. Dans les T-72, vu que les munitions ne sont pas séparées du reste de l'équipage, eh bien, le moindre coup qui vise les chars fait exploser tout l'appareil, mais le déchiquette véritablement. Et en fait, c'est la tourelle, c'est pour ça que ça fait un effet de cocotte minute, la tourelle est expulsée vraiment à des dizaines de mètres et c'est bien évidemment immédiatement mortel pour tout l'équipage. Ça rend ce char extrêmement vulnérable. Les Ukrainiens le savent, bien évidemment, les Occidentaux le savent et l'utilisent, bien sûr, s'en servent, bien sûr, allègrement. Certains experts parlent, pour vous expliquer vraiment de ce dont on parle, ils décrivent ce modèle comme des cercueils mobiles. Et donc, le problème pour les Russes, c'est que ces chars, ce système en tout cas de chargement, serait extrêmement répandu dans les chars qui sont utilisés actuellement en Ukraine. Merci beaucoup, Général Chovancy. Alors, les Ukrainiens ont les mêmes blindés, mais visiblement, et on le voit sur ces images, qui sont des images prises sur le terrain, c'est quand même un vrai problème pour les troupes de Moscou. Alors, je ne peux pas vous répondre techniquement. Moi, j'étais tankiste. Heureusement que ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Bon, maintenant qu'il y ait des destructions de chars, c'est normal. Maintenant qu'ils explosent parce que les munitions ont été touchées, c'est normal aussi. Ce qu'on a vu sur les chars aussi, ce sont des explosifs qui permettent de faire justement exploser le missile avant qu'il arrive ou les autres roquettes anti-chars. Bon, maintenant que c'est un effet dévastateur sur la tourelle, c'est possible. J'avoue que techniquement, il faut quand même savoir qu'on s'est préparé pour se battre contre ces chars dans les années 70, donc on les connaît un peu. On ne nous a jamais évoqué une quelconque déficience. Alors peut-être que c'est une mise à jour, un rétrofitage moderne. C'est un défaut de fabrication, c'est un choix délibéré des Russes pour réduire l'espace, le nombre d'équipages à l'intérieur. Nous aussi, on a des chars aussi réduits. Enfin, maintenant, je ne peux pas vous répondre. J'avoue que c'est quand même des chars qui ont été expérimentés sur d'autres champs de bataille. Et on ne nous a jamais rapporté que ces chars étaient détruits de cette manière-là. Maintenant, peut-être que l'ennemi contre lequel ils se battaient n'était pas équipé des mêmes armements que les Occidentaux fournissent aux Ukrainiens aujourd'hui. Peut-être aussi qu'on a des matériels suffisamment performants pour avoir ce résultat.
On en reparlera tout à l'heure, Général Chauvency. Je vous redonne cette information de la fin de matinée, cette menace nouvelle venue du Kremlin, les livraisons d'armes à l'Ukraine menacent la sécurité européenne. Ça n'effraie pas les Britanniques, vous le verrez, qui jouent le rôle de va-t-en-guerre ces jours-ci. On se retrouve dans une poignée de minutes. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands ou réconfortants, ceux que vous allez aimer cuisiner ou ceux que vous allez vous empresser de savourer. Deliveroo, c'est vos restos préférés et même vos courses livrées chez vous. On se fait un Deliveroo? Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette, de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. Découvrez les verres Varilux Transition chez les opticiens Essilor Experts. Dacobello dans la cuisine, pour le footing à l'apéro, pour la rando ou au bureau. Dacobello, les fruits secs quand ça vous chante. Laissez les personal shoppers Look Hero vous surprendre avec une box unique pour vous sentir bien dans vos tenues. Avec Look Hero, c'est facile. Choisissez le budget qui vous convient. Indiquez votre coupe idéale, votre silhouette et les styles qui vous plaisent. Vous recevez une sélection de 5 articles et ne payez que ce que vous gardez. En ce moment, testez la box Look Hero gratuitement. Rendez-vous sur lookhero.fr. Le gaspillage, faites votre maximum pour l'éviter. Chez Carglass aussi. Alors quand on remplace un pare-brise, on ne le jette surtout pas. On le recycle toujours. Pareil, quand on choisit un cadeau pour vous, on fait aussi attention à ça. C'est pour ça qu'en ce moment, Carglass vous offre 60 € pour laver votre voiture en station. C'est beaucoup moins d'eau qu'un lavage à la maison. 60 € offerts chez Wash de Total Energy, ça fait plus d'1 an de lavage et surtout ça en fait de l'eau économisée. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver sur notre site. Carglass remplace. Complice. Beau joueur. Ça c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Découvrez nouveau Renault Arcana E-Tech hybride à partir de 249 € par mois. Bienvenue aux parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, comme pour leur budget. Chez Picard, nous vous proposons toute l'année des produits de qualité au meilleur prix. Comme notre poêlé à la bretonne aux 4 légumes Origine France à 2,95 € le kilo. Picard, pour le bon et le meilleur. Avec Deliveroo, faites-vous aussi livrer vos courses. Retrouvez vos commerces préférés sur l'application Deliveroo. Batailler avec le tube de dentifrice. Relou. Se démêler les cheveux. Relou. Avoir du shampoing dans les yeux. Relou. Oublier le mettre du déo. Relou. Se mettre de la crème dans le dos. Relou. Se raser la barbe. Relou. Les aisselles. Relou. Les jambes. Relou. Relou. Il y a des petits problèmes que tout le monde aimerait avoir. 6 Français sur 10 renoncent à acheter certains produits d'hygiène car ils sont trop chers. Leclerc défend l'accès à l'hygiène pour tous à 9,54 € et aux protections hygiéniques à 2,24 €, le tout pour un mois minimum. Leclerc. Saviez-vous qu'un cambriolage sur 3 a lieu en présence des habitants? Ça, c'est les Pérez. Depuis que leurs voisins ont été cambriolés en pleine nuit, ils n'étaient plus tranquilles. Mais avec leur alarme Vérissure, ils sont protégés même quand ils sont chez eux. Nos experts interviennent 24 h sur 24 en moins de 60 secondes. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Antoine Dupont, il est comme notre colle Sikaflex. Compact, petit, rapide, puissant, extrêmement efficace sur toutes les surfaces et toujours présent quand on a besoin de lui. Puissance Sikaflex.
Parlons peu, parlons fruits. Chez McDo, comment fait-on aimer les fruits aux enfants, surtout quand ils sont hauts comme 3 pommes? Eh bien, en leur proposant des fruits tout au long de l'année faciles à croquer et qui proviennent tous d'une agriculture plus éco-responsable, contribuant au respect de la biodiversité. Résultat, McDo est le premier restaurant dans lequel les enfants croquent des fruits. Et chaque année, près de 18 millions de portions de fruits sont consommées par les enfants dans le menu Happy Meal. Chez McDo, nos fruits donnent la banane aux enfants. Ensemble, faisons les choses en grand. Bonjour, je suis Johan de Carglass. Vous aussi, vous êtes d'accord? Vous préférez réparer plutôt que remplacer? Chez Carglass aussi. Alors, quand mon client m'a dit... Je me suis encore pris un caillou. C'est la 3e fois. Évidemment, chez Carglass, on lui a réparé son impact. Vous imaginez si on lui avait remplacé son pare-brise à chaque fois? Ça aurait fait 3 pare-brises gâchés. Chez nous, on préfère éviter ça. Parce que depuis toujours, Carglass s'engage à réparer quand c'est possible. En 30 minutes, c'est réparé. Alors, un impact? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Maintenant, vous le savez, tapez bien .fr. Carglass remplace. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Hola papa, je t'appelle pour te dire que je t'ai envoyé un peu d'argent. Parce que je veux vraiment que tu sois là le jour de mon mariage pour danser avec moi. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. En ce moment, profitez de 0,90 € de frais de transfert fixe pour tout envoi d'argent vers des portefeuilles mobiles en Afrique. Western Union. Suite de notre spécial Ukraine avec nos équipes sur le terrain, nos envoyés spéciaux pour analyser bien évidemment et commenter les dernières informations. Parmi ces informations, c'est ce qu'on vous disait, la livraison d'armes, je cite, à l'Ukraine menace la sécurité européenne. C'est signé Vladimir Poutine et le Kremlin. Bonjour Marianne Kotonov, vous êtes à Boutcha, où est donc en déplacement le secrétaire général de l'ONU. C'est évidemment une ville symbole des combats, mais aussi des exactions connues par l'armée russe. C'est une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Non, il est venu ici donc ce matin, une visite éclair. Il avait 3 étapes à faire. Chacune de ces étapes représentait une ville martyre, une ville où ont eu lieu des exactions. D'abord Borodjanka et ensuite Boutcha pour finir par Irpin. Une visite qui était millimétrée. Il est arrivé avec 1h30 à peu près d'avance. Et en fait, ça c'est pour des raisons de sécurité. Ensuite, il est resté une dizaine de minutes, mais c'était 10 minutes assez intenses parce qu'on a bien vu que le secrétaire général de l'ONU était vraiment ému de se retrouver ici même donc devant cette fosse commune, l'une des plus grandes que l'on a retrouvée à Boutcha, où étaient enterrés 57 corps pour la plupart des civils. Et juste derrière l'église de la ville, ce sont les habitants, nous disait le maire de la ville, qui ont enterré les corps ici même parce que l'armée russe refusait que les proches puissent venir récupérer les corps qui étaient dans les rues, puisque ce sont des gens qui ont été abattus dans les rues. Certains même ont été retrouvés les mains attachées dans le dos, preuve qu'il y a bien eu des exactions. Le secrétaire général de l'ONU qui a eu des mots très forts en disant qu'il se mettait à la place de ces gens qui ont vécu l'enfer ici. Il imaginait ces petits-enfants, ces petites filles courir dans cette ville en se mettant à l'abri des bombes, sous les bombes qu'on entendait exploser. Parce que vous savez, il a emprunté pour venir jusqu'ici la route de Kiev. Et quand vous venez de Kiev, déjà vous voyez beaucoup de stations-service qui sont complètement détruites. Et à Boutcha, ce sont des immeubles qui sont complètement éventrés, des carcasses de voitures qui sont aux 4 coins de la ville complètement carbonisées, des appartements complètement brûlés. Et quand vous voyez cette ville, vous vous rendez compte de l'horreur qui s'est passée ici. Et on a vu le secrétaire général de l'ONU vraiment bouleversé et très touché par ces images. Merci beaucoup, Marianne Kotonov. Voilà. Et ensuite, Antonio Guterres doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait été un peu froissé, que le secrétaire général de l'ONU passe d'abord par Moscou. Et puis j'ajoute qu'en marge de cette visite, on apprend que la coordinatrice de l'ONU en Ukraine annonce préparer une tentative d'évacuation de la ville de Mariupol. Vous le savez, plusieurs centaines de civils sont encore coincés.
Une question pour poursuivre cette spéciale Ukraine. Et si le principal soutien de l'Ukraine en armement n'était autre que son agresseur, l'information a certes de quoi surprendre, mais en abandonnant sur le terrain un stock considérable de matériel, notamment des chars, les troupes de Moscou participent grandement au renforcement de l'armée ukrainienne. Explication sur ce sujet, signée Laura Birloz. Et si le premier soutien de l'Ukraine en matière d'armement n'était autre que son propre assaillant? C'est la Russie le meilleur fournisseur d'armes pour l'Ukraine. Toutes les armes abandonnées par la Russie sur le champ de bataille, reprises par l'Ukraine. Quand on disait qu'on allait livrer 20 chars, oui, il y en a 150 qui ont été pris par l'Ukraine dans l'armée russe. Véhicules, mortiers, lance-roquettes. Depuis le début de la guerre, les pertes matérielles russes s'élèvent à environ 3200 pièces. Les Ukrainiens ont récupéré 612 véhicules blindés, dont 214 chars. C'est presque autant qu'en possède l'armée française. De précieuses prises de guerre, tandis que les livraisons des États amis tardent à arriver aux mains des soldats. Je vous donne juste un exemple. Les canons César que la France a annoncés, il va falloir former pendant au moins une semaine ou 2 semaines les artilleurs ukrainiens qui sont arrivés samedi en France pour pouvoir les servir. Entre les déclarations de l'armement qui va être livré et l'armement qui est effectivement sur le terrain face aux Russes, il y a quand même une différence. Il ne faut pas prendre nos rêves pour des réalités. Ce général évoque ici l'armement lourd, celui que les pays amis de l'Ukraine refusaient de livrer par crainte d'étendre le conflit. Mais le massacre de Boutcha et l'assaut du Donbass changent la donne. Les pays occidentaux ont récemment franchi un cap et annoncé des dons importants en matière d'armement. Les Ukrainiens espèrent les obtenir au plus vite. Général Chauvency, les Ukrainiens récupèrent donc des armes, des blindés russes. Ils les connaissent mieux que l'équipement qui leur parvient des Occidentaux. Hein. Ils ont le même armement que les Russes. Hein. C'est la même famille, en quelque sorte. Hein. Donc les chars sont les mêmes, les pièces d'artillerie sont les mêmes, les munitions sont les mêmes. Et dans toutes les guerres, on récupère le matériel que l'ennemi laisse sur le terrain. En l'occurrence, on peut s'étonner de la masse d'armement qui a été laissée sur le terrain par l'armée russe, quelles qu'en soient les raisons. Alors on a parlé de panne, on a parlé de fuite, on a parlé de désertion. Le fait c'est que du matériel est récupéré et que ça, effectivement, va équiper beaucoup plus rapidement l'armée ukrainienne que l'arrivée d'armements nouveaux, neufs, pour lesquels il faut effectivement former du personnel, et puis aussi il faut l'acheminer, alors que là ils ont directement du producteur au consommateur, et finalement les Ukrainiens récupèrent un armement qu'ils connaissent très bien et qu'ils peuvent utiliser. Olivier Schmitt, on l'a vu notamment hier, beaucoup d'images de ces soldats ukrainiens allant, à juste titre d'ailleurs, dépouiller ou des chars ou des véhicules, les mitrailleuses bien sûr, jusqu'aux caisses de munitions, ce qu'il y a à l'intérieur. En fin de compte, ils se servent. Ce qui est étonnant, c'est que les Russes, en fuyant, laissent des véhicules parfois quasi intacts, ne les détruisent pas. Ça dit aussi peut-être quelque chose de la motivation et de l'encadrement des soldats russes. Fondamentalement, ça pose la question de la qualité du corps de sous-officiers, de la qualité du corps d'officiers et de la motivation des soldats qui ont été déployés. On a eu un certain nombre de témoignages de soldats qui étaient en fait surpris de la résistance ukrainienne, alors qu'on leur avait vendu une invasion qui serait facile et rapide. Et je pense qu'il y a aussi un effet de frustration qui a lieu, puisque cette opération spéciale qui devait être rapide et en fait dure. Et manifestement, la Russie a des difficultés à obtenir ses objectifs militaires. Donc cette combinaison peut-être d'un problème d'encadrement structurel au sein des forces armées russes et d'une frustration liée au fait que ils ne sont peut-être pas aussi performants que ce qu'ils pensaient, peut conduire à ce type de phénomène.